Donc bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur la performance industrielle et notamment comment rendre efficient vos flux de production avec le Lean Manufacturing. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Camille Lambert, chargée de projet marketing digital au sein de la société XL Group. Et aujourd'hui, la session sera donc animée par deux de nos consultants qui sont donc Laurent Berger et Cyril Bourgeon. Bonjour, bonjour à tous. Mon micro était coupé. Donc, quelques petites règles avant de commencer la webconférence. Donc, pour le confort de tous, vous avez pu voir que vos micros et vos caméras sont coupés. Ça permet aux personnes qui ont un petit peu moins de connexion de pouvoir suivre la webconférence correctement. Pour ce qui est des questions, vous pouvez les poser à tout moment via le petit module de conversation où vous êtes en train de nous dire bonjour. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session et les animateurs y répondront au fil de l'eau. Pour ce qui est des slides et du replay, vous recevrez un mail en début de semaine prochaine avec tous ces éléments. Avant de commencer, je prends quelques minutes pour présenter la société XL Group. Donc, nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Nous sommes implantés en France depuis 35 ans et nous avons également une filiale en Suisse depuis 2014, pardon. Nous avons des antennes à Paris, Grenoble, Reims, Lille et également à Lorient. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus et je vais maintenant laisser la parole à Laurent et à Cyril et je vous souhaite à tous une excellente webconférence. Bonjour à tous et donc, merci d'être présent pour cette webconférence autour de la thématique de la performance industrielle et notamment en particulier l'efficience des flux de production. Nous allons nous partager la parole avec, Cyril, suivant l'ordre du jour qui s'affiche à l'écran. Je vais commencer par une mise en contexte, générale, mais qui me semble importante de développer. Ensuite, Cyril interviendra sur, le développement de la stratégie industrielle, comment on met en place, comment on déploie une stratégie industrielle. À la suite de quoi, il continuera sur, quelles sont les démarches pour commencer à optimiser des flux de production, notamment, par le biais de cartographie avant d'arriver à des chantiers d'amélioration. Je reprendrai le relais après lui pour vous parler de qualité de service et de fiabilisation du parc industriel, puisque les 2 sont intimement liés. On parlera évidemment de sécurité parce que quand on parle de lean manufacturing ou de lean management, eh bien, on sait que l'attention auprès des collaborateurs est le point clé. Donc, on parlera, on ne peut pas parler de, on ne peut pas ne pas parler, pardon, de sécurité et de sérénité. Donc, Cyril développera cette thématique et je reprendrai la main pour une synthèse et des conclusions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long, de la conférence, par le biais, du fil de conversation. Quand Cyril interviendra, eh bien, je répondrai et quand j'interviendrai, Cyril répondra toujours sur ce fil d'actualité. Je vous propose donc de commencer maintenant par la première thématique, qui est donc, comment le contexte général. Alors on vous parle beaucoup, on entend beaucoup parler du monde VUCA. Le monde VUCA, c'est, au regard de ce que l'on vit tous depuis, 3-4 ans, et bien, c'est, vraiment on va dire un point d'orgue important à considérer. Néanmoins, il est important de comprendre un peu la terminologie de ces 4 termes, enfin le sens de ces 4 termes. Un monde VUCA, c'est un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Alors, quand on parle de ces 4 termes, comment on peut connecter ça avec notre environnement libre? Alors, quand on parle d'abord de volatilité, on considère que, la volatilité, c'est, le fait que l'environnement de l'entreprise change vraiment rapidement avec des accélérations et des décélérations rapides. Hem, Ce qui veut dire que quand on est dans ce contexte, pour l'entreprise, c'est difficile et elle doit s'adapter en permanence à son marché. Et pour ça, la réponse, en fait, c'est l'agilité. L'agilité, ça veut dire être en mesure de réagir rapidement quand il y a un changement de rythme et ça nécessite des valeurs d'entreprise parce que évidemment, pour les collaborateurs, ces changements de rythme, ils sont parfois complexes et donc ça veut dire qu'on va s'appuyer sur un certain nombre de valeurs.
Les apports du Lean pour cette partie volatilité et agilité, eh bien, c'est tout simplement que, bah, le Lean va nous permettre de réduire nos lead time, en travaillant notamment par le biais du One Piece Law. Mais en tout cas, réduire le lead time, ça va nous permettre d'être plus agile. Ça va nous permettre de répondre plus rapidement à des changements, de demandes clients parce que, eh bien, moins d'encours, un temps de réaction plus court, ça nous permettra de réagir plus rapidement. Si on regarde maintenant le côté incertain, ce fameux U, de incertain, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde va vite et ça veut dire que les données sur lesquelles on s'appuyait jusqu'à présent pour faire de la prévision, eh bien, ces données, elles sont aujourd'hui dépassées. Ce qui veut donc dire que la conséquence de ça, c'est que l'avenir est difficile à prédire. Quand on est dirigeant d'entreprise, l'avenir, c'est la vision, c'est la stratégie et donc cette stratégie, elle peut être, parfois mise à mal, mais en fait, l'essentiel, c'est néanmoins de garder la réponse à l'incertitude, c'est de garder une vision. Alors la vision, bien sûr que, à la fois, la pandémie, les effets de la guerre en Ukraine, tout ça, ce n'était pas des choses qui étaient forcément prévisibles, mais ça permet néanmoins de garder un cap, dans la difficulté et ça veut dire que, ça nous permet d'avoir suffisamment d'éléments pour prendre des risques. Avoir une vision nous permettra de prendre des risques. C'est notre capacité à prendre du risque. Et là, quand on regarde les outils du Lean qui sont à notre disposition, eh bien, on va penser vision au Shinkanri, ce que va vous développer tout à l'heure, Cyril. La vision au Shinkanri, c'est la vision de la stratégie de l'entreprise, la vision de l'entreprise et comment on va, dans le temps, déployer cette vision en la concrétisant par des chantiers d'amélioration notamment. On arrive maintenant à la complexité. La complexité, c'est que, l'environnement de l'entreprise est multidimensionnel, et toutes ces, dimensions, finalement, elles sont reliées les unes aux autres. Ce qui veut dire que, en termes de traduction, ça veut dire que pour l'entreprise, on doit travailler sur la cohérence de l'organisation. Cohérence de l'organisation, ça nécessite évidemment, toujours en mettant le client au centre de nos activités, mais ça nécessite dans l'entreprise de comprendre quelles sont les relations clients-fournisseurs internes. Ça veut dire de comprendre, ça veut dire que ça nécessite de comprendre quelles sont les interactions qu'il y a, dans les différents flux entre les différentes fonctions de l'entreprise. Et donc là, eh bien, nous avons toute une panoplie d'outils à notre disposition. Quand on parle de lean management, on a tous les outils, notamment de cartographie, des différents flux, qui vont nous permettre justement d'identifier quelles sont ces interactions et quel est le rôle de chacun dans ces relations clients-fournisseurs internes. Et enfin, on va terminer par l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est que dans l'entreprise, il y a plusieurs vérités. Chacun va avoir, sa vérité. Alors évidemment, cette vérité, on va l'aligner avec, la vision, hein, la vision va nous guider, et on va faire en sorte simplement on va simplement faire en sorte de piloter cette vision et cette cohérence. Donc là, la réponse à l'ambiguïté, bah, c'est l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est, faire en sorte déjà de multiplier des hypothèses. Une solution peut ne pas fonctionner, eh bien, on a une solution de secours, donc on va multiplier les hypothèses. Et puis enfin, eh bien, tout ça, ça se pilote, c'est-à-dire que cette cohérence, on va la maintenir en ayant un pilotage de nos activités et en supervisant nos activités. Alors que ce soit des activités, de production, que ce soit des activités de service, peu importe, on a besoin de piloter et superviser nos activités. La thématique de la conférence du jour, c'est, on vous parle de l'efficience des flux. Alors l'efficience, c'est un mot que l'on connaît tous, et puis on a parfois tendance à opposer efficacité et efficience. En réalité, l'entreprise, elle a besoin des 2. Si on revient sur la définition des 2 termes, l'efficacité, c'est atteindre les objectifs. Ça veut dire qu'en préalable, il faut que l'objectif soit fixé. C'est cette vision. C'est la vision que l'on va rechercher, notamment par la cohérence avec la stratégie et ce que va encore vous développer tout à l'heure, Cyril, avec, le Shinkanri. L'efficience, c'est cette fois-ci atteindre l'objectif, mais avec le juste nécessaire de ressources,
dans l'entreprise. Et là, on est au cœur du système Lean Management, puisque notre objectif, c'est de rendre nos flux les plus efficients possibles en consommant le moins de ressources possible. La difficulté, ça c'est un équilibre qui n'est pas toujours très facile à trouver, mais cet équilibre, on va le trouver toujours en veillant à la cohérence entre stratégie et chantier qui seront mis en œuvre. On sait que les ressources sont rares dans l'entreprise. Il est donc important de veiller à ne pas gaspiller nos ressources sur des projets qui ne servent pas la stratégie ou qui ne servent pas la vision. Et évidemment, l'intelligence, eh bien, c'est l'intelligence collective. On a besoin de l'intégralité des compétences dans l'entreprise pour justement servir cette vision. Ce qui nous amène au point suivant, c'est que le juste nécessaire, il sera au service de la performance. Le juste nécessaire va nous permettre finalement de viser la performance. La performance, quand on parle de performance dans le lean management, on parle des 4 axes de la performance qui sont sécurité, sérénité, qualité, délai et coût. La sérénité et la sécurité, c'est l'axe que l'on va associer aux salariés. L'objectif, c'est d'assurer des conditions de travail qui soient optimum, à la fois sur l'aspect sécurité, évidemment, mais à la fois aussi sur l'aspect sérénité, en levant un maximum d'irritants du quotidien. Qualité-délai, ce sont les 2 axes qui sont consacrés aux clients. L'objectif étant évidemment de livrer le bon produit au bon moment, au bon endroit, et dans les délais attendus par le client. Et enfin, on ne peut pas négliger l'aspect coût, puisque toute entreprise, pour servir ses clients et ses salariés, a besoin de gagner de l'argent. Et donc, on a besoin de faire en sorte que notre entreprise soit la plus efficiente possible pour effectivement maximiser ses chances de gagner de l'argent. Quand on regarde ce qui se passe réellement dans les entreprises, quand nous intervenons dans nos missions de conseil, la première des choses, c'est que l'on constate que les entreprises ont souvent du mal à préciser et décliner leur stratégie. Alors elle est souvent, elle existe, mais elle n'est pas tellement bien matérialisée, elle n'est pas tellement formalisée. Et ça a pour conséquence que derrière, du fait qu'elle ne soit pas formalisée, elle n'est pas partagée. Et n'oublions pas que quand on parle de changement, et notamment quand on parle si on fait référence à l'équation du changement, une des un des premiers éléments pour que, les salariés puissent, s'impliquer dans l'entreprise, c'est qu'ils ont besoin d'une vision. Donc, première des choses, stratégie, elle est peut-être effectivement, elle vient peut-être se télescoper avec des événements qui sont, conjoncturels, mais on a besoin de décliner, de présenter cette stratégie pour faire en sorte que les collaborateurs y trouvent du sens. Deuxième point, classique, c'est que l'on va avoir des processus de production qui vont être entravés par beaucoup de variabilité, de quelque nature qu'elle soit, que ce soit lié à des problèmes de qualité, que ce soit lié à des problèmes de fiabilité des équipements. On a beaucoup de variabilité dans les entreprises et cette variabilité, elle va avoir pour conséquence de générer des retards de livraison qui eux-mêmes, derrière, vont générer des replanifications et tout ça, ça va mettre beaucoup de tension dans les équipes. Quand on fait référence à la culture Lean, c'est ce qui va générer ces fameux MOURI, c'est-à-dire tout ce qui va générer les excès et le stress dans les entreprises. Et enfin, eh bien, quand on est dans une situation où on est en mode pompier, on est en situation d'essayer de compenser en permanence, nos retards de livraison par des efforts, qui ne sont pas toujours très structurés au quotidien, eh bien, l'une des conséquences, c'est qu'on va peut-être, parfois, passer en second plan les problématiques de sécurité. Donc, on sait que la sécurité, c'est un point essentiel parce que quand vous allez engager une démarche Lean dans l'entreprise, eh bien, si déjà vous commencez à vous préoccuper de la sécurité et de la sérénité de vos salariés, eh bien là, vous les mettez dans une position où euh, où ils vont être intéressés par la démarche parce que déjà, dans un premier temps, on va s'intéresser à eux. Et à partir du moment où on s'intéresse à eux, eh bien derrière, ils vont être prêts à s'intéresser à d'autres préoccupations qui sont peut-être davantage liées au business. Cyril, je te laisse, Ouais, le je vais partage pour la suite. du coup, je vais répondre à une question qui vient de descendre sur que les variabilités arrivent aussi, vis-à-vis du client. Oui, parce qu'il y a pas de Oui, raison, bien nos sûr, clients sont aussi dans un monde VUCA. absolument.
nos clients ne savent pas toujours ce qu'ils ont besoin aussi et ce qu'ils veulent entre le moment où ils commencent de réfléchir et le comment ils vous sollicitent. Donc, et ça, il y en a qui ont essayé de faire changer leurs clients, ils ont eu des problèmes. Donc je pense que c'est d'autant plus important de se mettre en mode agile, et l'agilité finalement, ça va nous permettre d'être, alerte par rapport à ces variabilités inéluctables que l'on ne peut Oui, pas maîtriser et de ne pas être en permanence dans la réaction. C'est-à-dire que moi, je fais souvent le parallèle entre la réaction, c'est le lapin dans les phares qui prend la voiture. L'agilité, bah, c'est celui qui va réussir à sauter à côté de la route parce qu'il a vu la voiture arriver et finalement, oui, nos clients nous génèrent de la variabilité, nos fournisseurs nous génèrent de la variabilité et donc, bah, le but de l'entreprise, c'est de pas tomber dans cette fatalité qu'on ne peut rien y faire, mais c'est mettre en œuvre des choses pour capter les signaux faibles et justement faire en sorte que ces variabilités aient le moins d'impact possible dans notre organisation. Et j'ai envie de dire, il y a certaines entreprises jouent sur cette variabilité pour faire un domaine concurrentiel différent et montrer qu'eux sont beaucoup plus agiles que les autres pour répondre aux variabilités des clients et ça fait un facteur différenciant par rapport aux autres entreprises. Et là-dessus, on le vit tous en ce moment, hein, celui qui est capable de répondre vite à une demande client, des fois, c'est lui qui capte le marché. Donc les entreprises agiles, c'est ceux qui vont, peut-être avoir le plus d'avenir dans le temps. Du coup, ça me fait une petite transition pour parler un peu de cette, déclinaison de la stratégie, dont a commencé de parler Laurent. En partant d'un point de départ qui est important de savoir notre entreprise, quels sont clairement ses domaines d'activité, cette segmentation, nos grandes familles de produits et quand on parle famille de produits, c'est pas forcément les familles de produits marketing. C'est des familles de produits, par rapport à la stratégie, de choses qui vont industriellement rentrer à peu près dans le même cadre, dans les mêmes processus. Et de positionner aussi, donc ça, c'est toute la veille concurrentielle qu'il peut y avoir aussi au niveau marketing, de savoir comment sont nos concurrents par rapport à nos domaines stratégiques, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses, sur quoi nous, on doit progresser. Et une fois qu'on a ce constat-là, de se dire, bah voilà, nos concurrents, ils sont moins chers, ils sont plus rapides, et ils font de la meilleure qualité. Bon, bah là, si vous cumulez les trois, j'ai envie de dire, ça se complique, mais justement, c'est le moment où il faut agir. Les DAS, c'est les domaines d'activité stratégique ou de segmentation. Donc voilà, donc ça, c'est un peu des analyses qu'il peut y avoir, on va dire un peu, macro, en termes de marché, d'activité et puis des concurrents. Mais à un moment, on doit faire le constat et il est important de faire le constat, de savoir où est-ce qu'on se positionne et au niveau direction, de se dire: «OK, il est important pour nous de se mettre en mode agile et d'évoluer. C'est pas parce que ça a toujours marché, depuis 30 ans qu'on va rien faire et que dans 30 ans, on fera toujours la même chose. Je pense, il y a beaucoup ça n'existe plus les entreprises comme ça. Donc à un moment, donc par rapport au constat qu'on peut faire vis-à-vis de l'extérieur, c'est de se poser un peu la question de: «OK, nous en interne, qu'est-ce qu'il faut faire et par quoi il faudrait qu'on commence?» Donc c'est là où on va, dans la méthodologie, commencer par poser un diagnostic, industriel et organisationnel de l'entreprise afin de mettre en œuvre une feuille de route à plus ou moins long terme. Hem, En quoi ce diagnostic est important et ça vient aussi, ça rebondir sur des choses qu'a expliqué Laurent tout à l'heure, c'est que pour que les gens changent, il faut partager une vision collective de la situation actuelle. Pour changer, il faut être d'accord sur là où on en est et à mmh, partir de là seulement, on peut se dire: «Bon, bah, comment on pourrait faire autrement?» Si vous imposez du changement sans qu'il y ait une compréhension de l'état actuel de la situation, ce changement peut naturellement et assez compréhensiblement non, ça peut se comprendre que le changement puisse être plus difficile à intégrer. Alors, quand on fait un diagnostic,
on va faire un diagnostic le plus large possible. Alors même si on est dans un domaine industriel, des fois il peut être pertinent de regarder un certain nombre de choses, pour vraiment faire notre état des lieux. Déjà en premier lieu, est-ce que l'entreprise met le client au centre de ses préoccupations du quotidien? Alors le client, je rappelle, ce n'est pas le service, c'est pas le commerce, c'est pas le marketing, c'est le client, c'est celui qui paye à la fin. Est-ce qu'on Comment on le sert? Comment on l'écoute? Comment on répond à ses attentes? Donc ça c'est un peu se poser ce genre de questions-là. Et est-ce qu'on suit des indicateurs juste pour l'entreprise ou des indicateurs qui parlent de la satisfaction du client? Hem, donc ça fait le lien un peu avec le management humain et le pilotage. Donc comment on pilote l'entreprise? Comment on se parle en interne? Comment on parle du client tous les jours? Est-ce qu'on parle de sécurité tous les jours? En fait, finalement, comment notre entreprise, elle est pilotée? On peut regarder aussi, tout ce qui va être lié à la supply chain, les appros, les expéditions, les flux internes de l'entreprise, les encours, enfin, c un focus supply chain. On a parlé de l'efficience rapidement tout à l'heure et on va revenir dessus après, donc un focus sur l'efficience des flux de matière, mais aussi d'informations. La maîtrise des processus et de leur variabilité, Laurent en reparlera tout à l'heure. Mais aussi évidemment, excusez-moi, j'avais pas basculé sur le slide. Mais aussi on peut regarder d'autres sujets qui sont peut-être un peu connexes de l'activité industrielle, mais quel est le niveau de maturité digitale que peut avoir l'entreprise? Est-ce qu'on en est toujours à remplir des blocs-notes et des papiers, avec des ressaisies sur des fichiers Excel ou, heu est-ce qu'on est déjà dans une démarche de digitalisation? Sachant que, bon, la digitalisation, c'est parce qu'il y a un besoin, hein, mais est-ce que finalement, on s'est lancé dans un peu l'industrie de demain? Et puis l'autre chose qui peut être importante aussi, c'est ça peut être avoir un regard aussi sur le pilotage et les processus financiers. Donc ça peut être lié à la facturation, ça peut être à la façon dont on calcule nos prix de revient pour des fois, stratégiquement, ne pas prendre de mauvaises décisions sur des calculs qui peuvent être, un peu, comment dire? Comment on pourrait dire, Laurent? Des mauvaises décisions sur des Des mauvais mauvaises calculs? décisions, ouais, tout Ah, simplement. voilà. Donc voilà, c'est un diagnostic, il va regarder un peu tout ça. Il se fait beaucoup sur le terrain parce que c'est dans l'excellence opérationnelle, il y a un maître mot, c'est d'aller voir avec ses pieds. Donc ça se fait sur le terrain pour aller discuter avec les personnes qui savent, donc c'est-à-dire ceux qui créent la valeur ajoutée. Hem, c'est aussi beaucoup d'interviews et puis des observations des processus et telles que l'utilisation de diagnostics, d'outils, qui sont à notre disposition, dont je reparlerai tout à l'heure. Une fois que ce diagnostic est fait, on va pouvoir, avec, la direction, commencer à établir une feuille de route de stratégie industrielle. C'est-à-dire que l'entreprise, les processus, où est-ce qu'on va les emmener dans les 2 à 3 ans à venir? Alors, sauf si vous êtes dans certains milieux comme, l'armement, l'aéronautique, où vous pouvez des fois avoir des visions un peu plus long terme, sachant que dans le monde dans lequel on vit, Mmh. la fiabilité du long terme reste toujours, compliquée. Mais la plupart du temps, les entreprises établissent des visions 3-5 ans, ce qui est déjà bien et ce qui permet de donner un cap à l'ensemble des managers et des salariés de l'entreprise. Et donc, on va se dire: «Bah, voilà, cette année, c'est l'année où on va fixer le cap stratégique, on va commencer d'engager le plan de transformation, peut-être mettre en place des formations, mettre notre réseau de personnes qui vont se former et ensuite pour l'année prochaine, on va un peu faire nos flux», enfin, de façon un peu macroscopique, dire les grandes étapes que l'on va viser et c'est ici où on peut se dire: «Bah, OK, moi d'ici 2 ans, il faut que je construise un nouveau bâtiment» ou alors que, je rationalise et que je regroupe différents sites entre eux. Bon, on va commencer d'avoir cette vision un peu, hem, moyen et long terme de la vision stratégique industrielle de l'entreprise. Donc ça c'est un plan, c'est vraiment ce qu'on fait avec le comité de direction et
une fois qu'on s'est fait ça, on va commencer à faire quelque chose de très important et comme l'a expliqué Laurent, qui est très rarement fait. J'en ai encore fait l'expérience hier chez un client où je faisais une formation, une animation de manager, où je lui disais: «Est-ce que vous connaissez la stratégie?» Mmh. Bah, la réponse est: «Ah bah, bien sûr, il y avait des grands kakémonos partout dans l'entreprise avec, des oiseaux qui volent, un guépard qui saute, on doit être agile, être une entreprise responsable». Voilà, ça, c'est la stratégie et donc j'ai déjà, c'est bien, ils la connaissent et donc la question est donc du coup, vous en faites quoi? Et là, c'est là où il y a un blanc qui arrive. C'est, bah, on nous l'a présenté, il y a eu un grand séminaire, on a loué le parc des Expios, le comité de direction et le patron Europe est venu nous la présenter, il y a eu des slides, on a bu un coup et puis voilà. Donc maintenant cette transformation de ces stratégies, c'est quelque chose de fondamental pour que l'entreprise se mette en mouvement. C'est-à-dire que de ce plan qui a été décidé, on va commencer de se dire: «OK, ma stratégie, mes objectifs, heu, à long terme», donc ça, c'est des matrices en X. On va mettre notre stratégie à long terme, savoir sur quels processus vont être impactés. Qu'est-ce que je vais faire dans l'année déjà? Parce que, OK, j'ai une vision à 4-5 ans, mais cette année, sur quoi je me focalise? C'est quoi les objectifs de l'année? Et quels vont être les grands chantiers de l'année? Et surtout, quels indicateurs macro de l'entreprise vont être percutés? Et ensuite, chaque direction doit reprendre ses stratégies à son compte et de se dire: «Bon alors, on m'a dit qu'on voulait être une entreprise responsable sociétalement et environnementalement. OK, OK. Moi, je suis en direction, industrielle. Ça veut dire quoi en direction industrielle? Être une entreprise responsable, RSE». Donc on va commencer à décliner cette stratégie dans son périmètre de direction. Et ensuite, cette stratégie, elle doit se transformer en action et en chantier d'amélioration. Ainsi, chaque personne qui va être porteur de chantier et va se dire que si je porte ce chantier d'amélioration, alors je sers la stratégie de ma direction, qui sert la stratégie de l'entreprise. Et comme au niveau de nos opérationnels, on va mettre en place un pilotage avec des indicateurs opérationnels. Ça veut dire que moi, collaborateur de terrain, si je produis la quantité demandée, alors, quelque part, c'est avoir une part de la stratégie de l'entreprise entre ses mains. C'est-à-dire que ça remet un peu de cohérence entre la vision stratégique avec les oiseaux qui sautent et les guépards, qui s'envolent, ou peut-être l'inverse, mais et ce que je fais faire au quotidien. Et quand on fait un chantier d'amélioration, il a un sens par rapport à une stratégie long terme. Et ça, c'est extrêmement important de donner du sens et de savoir pourquoi on fait les choses. L'autre chose très importante de cette déclinaison et de ce déploiement stratégique, c'est qu'il y a la vision industrielle, plus les changements inhérents qui arrivent en cours de route, et donc ils vont rajouter des trucs dans la liste des trucs à faire. Et donc ce déploiement stratégique, il doit être piloté. C'est-à-dire que tous les mois, on fait une revue de direction de nos A3, de nos sujets d'amélioration et ben, va falloir arbitrer. Parce que, on n'est pas en ressources infinies par rapport au chantier de transformation et d'amélioration qu'on peut mettre en œuvre. Donc un des rôles de la direction, c'est aussi d'arbitrer et de dire: «Bah, voilà, quels sont les sujets majeurs et quels sont ceux on peut attendre, qu'on va postponer parce qu'on ne peut pas». Et donc, c'est aussi une façon d'éviter d'avoir des plans d'action d'entreprise avec 250 sujets et quand on arrive à la fin de l'année, on se dit: «Alors qu'est-ce qu'on a fait? Ah, on est content, on en a sorti 10, ouais super. Mais donc il y a le nouveau budget qui arrive pour l'année d'après, les 240 qui ont pas été terminés, ils passent à la trappe, on prend les suivants et finalement,
notre vision stratégique, elle se dilue dans les choses qu'on n'a pas le temps de faire. Donc à un moment, c'est super important de prioriser tout ça. Donc, donner du sens, je pense que c'est un des trucs de la direction et du manager, et c'est d'autant plus important depuis ces dernières années, avec les changements les changements les évolutions sociétales dans lesquelles on vit. Il est important de donner du sens au travail que l'on mène tous les jours, que ce soit pour le management, mais que ce soit aussi pour les opérationnels. À quoi sert mon boulot de tous les jours? Pourquoi on me demande de remplir ce document? Eh ben, si vous n'avez pas la réponse, c'est une bonne question pour commencer à creuser. Voilà, donc là, vous avez un petit zoom sur cette matrice en X, et cette matrice en X, c'est ce qu'on va faire ce déploiement stratégique, le Hoshinkanri en japonais, cette boussole, le sens pour Euh, donner Cyril, un excuse-moi, il faut que tu passes au slide suivant. On le voit pas. désolé. Ouais, ça peut- Donc, c'est se redonner du sens, et donc cette boussole, et faire un lien entre les projets qu'on mène opérationnellement sur le terrain et la stratégie et les indicateurs qui vont être, que l'on va piloter, et les ressources qu'on va mettre en place. Si vous êtes en train de faire votre feuille de route et que c'est tout le temps les mêmes personnes qui sont tous les mois, de toutes les semaines sur les mêmes sujets, j'ai envie de dire qu'il y a une forte probabilité que vous n'y arriviez pas. Donc j'ai envie de le sujet est perdu d'avance. Donc voilà, c'est vraiment des discussions à avoir pour que notre année de travail, on puisse dire: «Bah, voilà, pour obtenir mon budget, hem, pour obtenir mon budget, pour l'année prochaine, et ben, voilà ce qu'on va mettre en place». Alors ça va être un mixte, entre des formations, des petits chantiers, ce qu'on appelle, en bon français, les bons quick wins, les choses qui vont, dans la courbe du changement, nous permettre de passer à l'action et dire: «Ah tiens, leur truc, peut-être que ça peut être intéressant et ça pourrait servir». Donc c'est pour ça que des fois on commence par des 5S, des petits chantiers d'ordre de rangement, pour arrêter de chercher et de gagner du temps. On se dit: «Tiens, finalement ça m'est utile dans mon quotidien, donc ça pourrait marcher leur truc», et après on peut faire des chantiers un peu plus structurants, un peu plus long terme, des chantiers de reconfiguration d'organisation et de flux sont des sujets très importants. Et globalement, toujours à peu près parallèlement à tout ça, dans la plupart des entreprises, on constate des déficits de pilotage, et on met en place ce qu'on appelle les pyramides de management et les pyramides d'animation, à intervalles courts. AIC, ça veut dire ça. C'est comment j'anime ma performance au quotidien. Comment je vois ce qui s'est passé dans le hier ou la semaine, et comment j'anticipe ce qui va se passer dans les mois à venir. Donc c'est toutes ces structures de pilotage et d'animation de nos équipes, mais aussi nos structures de pilotage de nos supply chain, avec les mises en place de plans de production, les PDP, les plans directeurs de production, ou les plans industriels et commerciaux, les PIC, pour nous permettre de voir à 6 mois, 12 mois, quels sont les principaux changements qu'on va devoir mettre en œuvre en lien avec notre stratégie industrielle, pour anticiper nos besoins de recrutement, pour anticiper nos besoins d'achat et éventuellement de renouvellement de matériel. Donc tout ce pilotage est ultra important, et qui soit partagé par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise en fonction de leur niveau de responsabilité. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire notre respiration collective et arrêter d'être un lapin dans les phares de la voiture. C'est On a très bien. parlé comment? Parfait. Bah, On a écoute, je prends parlé de flux. Comment? Ouais. eh bien, on va Comment prendre la motiver suite. son équipe à participer aux AIC? Alors ça, c'est la question, et une Pardon. animation à intervalles courts qui parle uniquement de la pluie et du beau temps et des indicateurs de la veille, bah, très rapidement, on va s'en lasser. Une animation à intervalles courts doit servir, et ça, bon, je vous invite à regarder d'autres choses qu'on pourra faire sur le management. Le management de l'excellence opérationnelle, c'est plus un manager qui dit ce qu'il y a à faire et qui contrôle ce qu'il y a à faire, c'est un manager qui va porter ses équipes et les accompagner. La phrase du manager excellence opérationnelle, c'est: «Comment je peux t'aider?» entre guillemets, à obtenir les résultats et les objectifs que je t'ai fixés.
Donc, une animation à intervalle court, qui commence par être animée au départ en bas de l'échelle par les chefs d'équipe, les responsables des lignes, qui sont les personnes les plus importantes de l'entreprise. C'est quelqu'un, un moment où on va aller capter des problèmes et des irritants et on va faire en sorte de traiter ces problèmes. Une animation qui ne traite pas de problème, c'est une animation qui meurt, où les gens vont venir s'ennuyer pour entendre des choses peut-être qu'ils ont déjà conscience. Donc c'est un des points très, très importants, pour que les pilotages soient vivants et participatifs. Il faut aller chercher de la remontée de problèmes et redescendre du traitement de problèmes et faire participer au traitement et à la résolution de problèmes. Bon, là, je vous invite à regarder beaucoup d'autres conférences qu'on a pu faire sur ces sujets parce que c'est un point fondamental de l'esprit de l'excellence opérationnelle. Et donc oui, le manager, le chef, devient un leader, devient un coach, et donc l'accompagnement des managers est aussi un grand sujet de cette thématique parce que, ils peuvent être un peu déstabilisés par ce genre de nouvelles pratiques. Je voilà. Bon, OK. Il faut que Je tu vais reprennes la retenir main, je Cyril, sur le partage. on va avancer sur la partie optimiser vos flux de production. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important de se focaliser dans l'entreprise sur les flux? Parce qu'il y a une loi qu'on utilise en supply, heu il y a une loi qu'on utilise en supply chain souvent où on fait référence à la loi de Pleussel, qui dit que tous les bénéfices d'une entreprise sont directement liés à la vitesse du flux des matières et des informations. Ça veut dire quoi? C'est qu'une entreprise, pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle fasse tourner son cash. C'est-à-dire qu'entre la commande du client et la livraison, voire la facturation, il va falloir que le délai soit le plus court possible. Et ce délai, c'est autant ce qui se passe dans l'atelier et dans les flux physiques que dans les flux d'informations. Donc, ça, c'est un conseil, c'est qu'à chaque fois que vous devez prendre une décision qui concerne l'entreprise, posez-vous une seule question pour l'arbitrer: est-ce que cette décision accélère ou pas mon flux? Si c'est pas le cas, eh ben, c'est peut-être une décision, un peu compliquée ou qui va pas forcément avoir, autant de bénéfices que vous pourriez l'envisager. Donc, ces flux et tout à l'heure, Laurent a parlé de lead time. Alors globalement, le lead time, ça va être le temps de traversée d'un processus, donc on peut lui trouver plusieurs noms. Le temps au niveau du poste, le temps entre la préparation et l'expédition, le temps entre la commande et la facturation. Le temps de traversée, c'est entre un point A et un point B. Donc, à chaque fois qu'on va faire une étude, on va déterminer quel est le point de départ et le point de sortie. Et le but de l'excellence opérationnelle, ça va vraiment être d'accélérer le processus. En termes de communication, il est important de comprendre que l'on accélère les processus et pas les tâches. C'est-à-dire qu'on va accélérer les processus en travaillant la, sur les gaspillages qu'on va rencontrer tout au long de ces processus. Donc, on va se focaliser à identifier les gaspillages, les encours, les reprises, les retouches, les déplacements, tous les redéplacements. Les gaspillages liés aux mauvaises planifications, aux attentes, aux reprises de planification. Donc on va vraiment regarder tout ça et se focaliser sur les 7 MUDA, voilà, donc les 7 gaspillages, plus le 8e qu'on aime bien ajouter, qui est de ne pas utiliser l'intelligence qui est à notre disposition dans l'entreprise. Mais on va s'attacher à aller chercher ça.
Globalement, les entreprises, ça fait des années qu'elles cherchent à être bonnes sur le parti valeur ajoutée, c'est-à-dire que le travail que l'opérateur fait, globalement, il y a un moment, il y a un paquet de personnes qui s'est attaché à faire en sorte que ça se passe bien. Mais si l'opérateur fait une tâche extrêmement bien, mais qu'il attend 1 heure avant que ses pièces arrivent, si on fait accélérer, la tâche de l'opérateur, on se rend compte que le gain va pas être forcément significatif. Donc il y a beaucoup plus à gagner sur les gaspillages qui sont autour de nous. Donc on va, mettre en œuvre un certain nombre d'outils et sur les phases de diagnostic et de projection, on utilise essentiellement, 2 outils qui sont la cartographie du flux de valeur, donc les VSM, donc Value Stream Mapping, pour cartographier les flux, liés, on va dire, à la transformation d'un produit. Alors, même si dans des cas, on peut utiliser les VSM dans des flux, de services, comme, du ticketing ou, des fois des des mutuelles ou ce genre de choses, on peut être amené à faire des VSM. Mais c'est vrai que souvent, on va l'utiliser, ce genre de choses, dans le milieu industriel pour identifier les différents postes, les différents flux, les flux d'informations qui font avancer notre organisation et identifier nos principaux leviers. À savoir que le principal levier de, d'efficience, puisque le but de gagner en vitesse, c'est de gagner en efficience, ça va être la gestion des encours et de la synchronisation qu'on va avoir entre nos étapes de production. Donc souvent, on va associer, des diagrammes spaghetti pour avoir ces effets waouh auprès des collaborateurs, dire: «Ah ouais, je fais quand même tous ces déplacements», parce qu'à force du temps, on oublie un petit peu et puis, on peut avoir aussi d'autres types de cartographies qui sont des cartographies de flux d'informations, où là, on va aller regarder ce qui se passe un peu dans nos flux qui sont annexes. Ça peut être les flux de planification, les flux d'achat, les flux de facturation, voilà, qui vont faire que nos processus se ralentissent. Donc ce diagramme de flux, oui, qu'on appelle aussi swim lane parce qu'en fait, on a les interlocuteurs, les participants qui sont à gauche et les traits horizontaux, ça fait comme des lignes de nage à la piscine. Heu, donc veut nous permettre de savoir c'est l'outil qui nous permet de savoir des fois dans les entreprises qui fait quoi dans ce bazar. Mmh. Nous, des fois, quand on intervient, on a du mal à comprendre qui fait quoi, mais c'est aussi souvent le cas dans C'est aussi l'entreprise, souvent le cas, ouais. de pas bien savoir qui fait quoi, dans ce processus. Et là, il y a souvent des moments magiques quand on fait l'état des lieux avec ces outils-là et qu'on met tout le monde en train de parler. On va avoir la dernière fois, j'ai eu: «Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi?» «Bah, oui», je dis: «Oui, vous êtes dans le même processus». «Ah bah, je savais pas». Ou alors, «Ah, tu fais ça, toi?» «Ah bah, c'est marrant, moi aussi». Donc on a des fois des choses qui sont un petit peu bizarres et c'est un outil extrêmement simple à mettre en œuvre pour faire parler les gens et commencer, et c'est le but de ces outils, à faire remonter des irritants pour aller traiter et mettre en place des actions. Et ensuite, ces outils, on va les utiliser dans une deuxième phase pour reconcevoir les flux. Quand il faut reconcevoir un nouvel atelier de production, une nouvelle usine, il est très important de recommencer avant d'avoir, mis les premières machines, de se poser la question, de poser une VSM, pour bien synchroniser nos opérations et nos flux de production. Donc voilà, donc on va cartographier tout ça pour derrière avoir un seul objectif, mettre en place des chantiers d'amélioration pour, pour, accélérer nos flux. Avant de te passer la main, je réponds, juste à une question, SIPOC, pas SIPOC, Oui, diagramme de flux. j'étais en train de le faire, mais vas-y, Bon, bah, continue. vas-y, Non, si non. si tu es parti, Bon, vas-y. je vais le dire verbalement, ça ira plus Ouais, vite. ça C'est ira qu'en plus fait, vite. on peut dire que pour faire très simple, le diagramme de flux, c'est un CIPOC extrêmement détaillé. Parce que dans un diagramme de flux, on voit qui est le client de quoi chacun a besoin pour travailler correctement, donc quelles sont ses données d'entrée et quel est son fournisseur. Donc, en fait, le CIPOC, c'est un diagramme de flux, on va dire, mais vraiment à une échelle très macro. Et le diagramme de flux, eh bien, c'est le détail, Mmh. on va dire que c'est le P, mais vraiment très détaillé. Voilà. Le CIPOC, on s'en sert souvent
le CIPOC, on va souvent s'en servir pour déterminer le périmètre, hein. Notre diagramme de flux, finalement, c'est le détail, et notre diagramme de flux, il faut bien à un moment donné qu'on sache où on commence et où on s'arrête. Donc, le CIPOC, il va avoir comme intérêt de décrire le process dans ces très grandes lignes et de dire, OK, eh bien, notre périmètre d'étude, eh bien, ça va être de là à là. Voilà, tout simplement. Et en effet, le diagramme de flux, c'est un synoptique, mais par rapport aux synoptiques un peu verticaux qu'on peut connaître des fois dans les processus IT ou ce genre de choses, il fait peut-être plus facilement ressortir les Ouais. interlocuteurs parce que ça ramène les tâches de façon Oui, chronologique dans le temps. On peut mettre des temps, sur un diagramme de flux entre un début, une fin, entre 2 opérations et on a une vision peut-être un peu plus claire du qui fait quoi. oui. Et puis Pour la d'ailleurs, pardon, Et vas-y, donc continue. pour répondre aussi pour la VSM, évidemment, on ne fait pas une VSM tout seul, comme aucun des outils de l'excellence opérationnelle. On va le faire avec les personnes concernées. Alors, pour moi, c'est un outil un petit peu, où on ne va pas forcément mettre des opérateurs, mais Mmh. plutôt des chefs d'équipe ou des personnes concernées par les étapes du processus. Donc il y a le fournisseur ou, si on est au sein d'une production, le magasin, les appros, les différentes étapes de processus avec un interlocuteur par étape, si on va jusqu'à la logistique, le processus aval. Parce Mmh. qu'évidemment, on ne peut pas répondre à leur place par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent et ça, c'est une règle d'or, que ce soit pour le diagramme de flux ou on ne fait pas de suppositions à la place de celui qui fait. Jamais. Donc voilà. On va continuer, Laurent? Je continue. Donc, il y a une question. Donc, un diagramme de flux est mieux qu'un CIPOC pour une démarche de déploiement stratégique. En fait, le diagramme de flux va être de toute façon plus pertinent qu'un CIPOC parce que plus détaillé, dès lors que l'on va vouloir, dans le principe, améliorer un flux en particulier. On a Ouais. besoin de rentrer dans le détail, on a besoin de comprendre les interactions, on a besoin de comprendre qui fait quoi dans le détail et comment. Parce que c'est souvent là aussi qu'on voit les doubles saisies, les triples saisies et autres. Et dans un Le site. diagramme de flux, Ouais. tout comme pour la VSM, et Cyril vous a dit qu'on pouvait mettre des données de temps. Il me faut combien de temps pour telle ou telle activité. On peut aussi faire apparaître un niveau d'encours. Donc, on voit aussi quelle est la saturation du flux en mettant un niveau d'encours devant chaque début de tâche que l'on voit sur le diagramme de flux. Et ça, c'est comme c'est l'outil qu'on utilise beaucoup en service, le niveau d'encours, c'est pas anodin parce qu'en service, les encours ont été planqués dans les PC et donc on voit plus les encours. C'est Exactement. bien un moment de les faire ressortir. Bon, on va enchaîner un petit peu. Je vais regarder les Ouais, questions pendant que Laurent parfait. avance pour Très bien. répondre. Donc, je reprends le contrôle et je passe au point suivant. Donc, le point suivant, c'est, on parle d'amélioration de flux de production et évidemment, quand on est dans un environnement de production, eh bien, il y a la qualité du produit livré ou de service et puis on va utiliser des moyens de fabrication pour fabriquer ce produit. Donc on va s'intéresser à ces 2 parties parce que ces 2 parties, en fait, elles contribuent l'une et l'autre à, ce qu'on appelle la qualité de service au global et la qualité de service vue par le client, c'est tout simplement être capable de livrer le client avec le bon produit, au bon endroit, dans les délais convenus et la qualité attendue. Et donc, on voit bien qu'effectivement, il y a 2 axes qui se dégagent, la partie qualité que vous connaissez tous et puis la partie délai. Pour autant, en opération, eh bien, il y a on va dire qu'on va envisager de prendre les choses dans un certain ordre, mais que évidemment, les 2 sont strictement nécessaires, pour correctement servir le client. Alors, on va détailler ça, hem, en commençant par, l'amélioration de la qualité. 2 axes, qualité et délai, mais on va commencer par la qualité. Alors, là, on vous présente, la maison du lean. La maison du lean, on vous dit, il y a 2 piliers dans la maison du lean. Il y a le pilier de la conformité, ce qu'on appelle le pilier du judoka et puis le pilier du juste à temps. La question, c'est, par lequel je commence? Eh bien, on va dire qu'on va utiliser notre gros bon sens pour savoir par lequel on commence. Si vous commencez par vouloir vous focaliser sur l'accélération du flux, à tout prix, hein, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accélérer un flux qui produira des défauts encore plus rapidement. Et la capacité que vous aurez libérée en accélérant votre flux, elle va vous donner de la capacité à produire encore davantage de rebut ou de non-conformité. Donc, un point vraiment important, c'est que quand on est sur une démarche d'amélioration globale d'un flux de production,
une des priorités absolues, c'est de commencer par travailler par l'amélioration de la qualité. Et vous verrez que en commençant par travailler sur l'amélioration de la qualité, vous allez de fait améliorer la vitesse de votre flux. À partir du moment où on évite du retravail pour de la non-qualité, eh bien, ce sont des opérations en moins dans le flux et donc de fait, on va améliorer le flux, en tout cas la vitesse du flux. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, on a à notre disposition, tous les outils de résolution de problèmes classiques. Et évidemment, une des conditions pour améliorer, notre qualité, c'est d'avoir les bons indicateurs pertinents en termes de rebut notamment et pas seulement que de réclamations clients. Ça, c'est le premier axe qualité et évidemment, pour améliorer notre qualité, on va avoir besoin d'équipements qui ne produisent pas de non-qualité. Mais on va aussi avoir besoin d'équipements qui ont un fonctionnement, qui va nous permettre, hem d'atteindre les objectifs du PDP. Et Cyril, tout à l'heure, vous a parlé du PDP. Eh bien, je peux calculer mon PDP, je peux prendre des engagements. Seulement derrière ces engagements, si j'ai du mal à les tenir parce que j'ai des problèmes de fiabilité de mes équipements, eh bien, ça va être l'enfer. Donc, on voit tout de suite que dès lors qu'on parle de performance en production, eh bien, très rapidement, on va devoir parler de fiabilisation des équipements. Et quand on parle de fiabilisation des équipements, encore faut-il être en mesure de connaître quelle est la performance de l'équipement. Et donc là, on va se poser inévitablement la question de l'indicateur qui est pertinent au quotidien. Et bien pour ça, on a un indicateur qui est relativement classique, dont vous devez pour beaucoup connaître, c'est le TRS. Et en fait, le TRS, sans vouloir aujourd'hui faire une conférence autour du TRS, mais on va dire simplement que le TRS, c'est un indicateur qui est fondamental en production parce que votre TRS, finalement, il va être le reflet de votre niveau de qualité, mais de la disponibilité de l'équipement également. Est-ce qu'il est en panne ou pas? Et puis de sa performance globale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par performance? Ça veut dire, eh bien, tout simplement, est-ce que pour produire, quand je produis, je peux produire à la cadence nominale, par exemple, tout simplement. La performance, c'est pas seulement la disponibilité de l'équipement, mais c'est aussi la performance du flux dans sa globalité. Est-ce que mon flux est perturbé? Est-ce que mon rendement est perturbé parce que j'attends de la matière, l'opérateur n'est pas disponible, le régleur n'est pas disponible, et cetera, et cetera, et cetera. Donc le TRS, il a cet avantage, d'être, en fait, de collecter tous les éléments qui conduisent à la performance de l'équipement et d'être capable de les différencier les uns des autres. Donc quand on est dans un milieu de production, nous, on a envie de vous dire que tôt ou tard, il est quasiment impossible de piloter une production sans un TRS. Et on va voir que le TRS, ça nécessite un petit peu on va dire de rigueur parce qu'il faut collecter les données, il faut que les données soient exploitables derrière, hein. Collecter des données, c'est bien, mais encore faut-il qu'elles soient exploitables. Et donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place, pas à pas. Et on va le mettre en priorité, on va connecter notre TRS, cette fois-ci à notre stratégie de fiabilisation des équipements. Et quand on parle de stratégie de fiabilisation des équipements, alors bien évidemment que c'est, quand on parle notamment ça va nous amener sur la thématique de la maintenance, et c'est pour ça qu'on vous parle de TPM, hein, Total Productive Maintenance, qui est un processus global d'amélioration de la performance des équipements. Eh bien, on a toujours 3 phases. On a la phase pilotage, on a la phase priorisation et la phase exécution. La phase pilotage, c'est la stratégie. Est-ce que dans mon environnement, pour mes différents équipements, pour les maintenir, est-ce que je vais faire moi-même en interne? Est-ce que je vais sous-traiter? Et puis, on peut avoir aussi des stratégies très ciblées en disant, bah, moi, je sais que mon équipement, au bout de 5 ans, il commence à perdre en fiabilité, il commence à me coûter cher en maintien. Donc, dans ma stratégie, eh bien, je le maintiens, pardon, excusez-moi. Je le maintiens pendant qu'il est, il est maintenable à moindre coût et à moindre ressource. Et puis, au bout de, par exemple, tous les 5 ans, tous les 10 ans, je le change systématiquement. Ça va être votre stratégie. Là, je vais surtout développer la partie priorisation. Tout à l'heure, on a parlé à l'instant, je viens de vous parler de TRS. Et TRS, en vous disant, c'est indispensable pour comprendre ce qui se passe sur mes équipements, comment ils fonctionnent. Et aussi en vous disant que le TRS, c'est quelque chose qui se met en place progressivement parce qu'il faut être capable de collecter à bon escient les bonnes données. Eh bien, la priorisation va nous amener à d'abord
commencer par suivre, piloter la performance de nos équipements les plus critiques. Quand on vous parle, quand Cyril, tout à l'heure, vous parlait de la VSM, un des intérêts de la VSM, c'est qu'il va, entre autres, vous permettre de mettre en évidence les goulots, vos postes goulots. Quels sont vos postes goulots? Or, quand on parle de priorisation, si on revient sur la théorie des contraintes développée par M. Goldratt autour des goulots, eh bien, M. Goldratt, il a une phrase qui est fondamentale. Il vous dit l'objectif numéro 1, c'est de protéger le goulot. Protéger le goulot, ça veut dire que, et toujours suivant la théorie de M. Goldratt, tout temps perdu sur un goulot étant définitivement perdu, l'objectif, c'est de ne pas perdre de temps avec mes goulots. Donc, ça veut dire que je vais prioriser mes actions de maintenance d'abord sur mes goulots. Faire en sorte que mes goulots soient fiables. Et là, vous retrouvez l'indicateur, vous retrouvez la connexion avec le TRS. Donc, eh bien, comment je m'assure que tout ce que je mets en œuvre contribue à la fiabilisation de mon équipement? Eh bien, vous n'avez pas tellement d'autres solutions finalement que de suivre votre TRS. Alors évidemment, il existe d'autres indicateurs qui sont un peu plus spécifiquement dédiés à maintenance. On parle du MTTR et du MTBF, hein, donc le temps moyen entre deux pannes et puis le temps moyen d'un arrêt pour panne. Mais tout ça, en fait, finalement, ça va transpirer au travers de votre TRS, et votre TRS, il a au moins comme avantage, de vous montrer la fiabilité de l'équipement, mais aussi la fiabilité de votre organisation. Tout à l'heure, quand je vous disais que, le TRS permet aussi de mettre en évidence, par exemple, les temps d'arrêt machine par manque de pièces ou manque opérateur ou manque d'outillage, eh bien, vous allez avoir une vision globale de la performance de votre équipement. Je vais Hem, enchaîner, Laurent, sur, sur la dernière partie, oui, sur, qui c'est la dernière, je vais essayer de faire court, mais même si c'est une partie extrêmement importante oui, et que je vais essayer de respecter le timing. C'est vrai que nos entreprises ont une, alors c'est une partie où il y a une obligation de résultat, contrairement à beaucoup d'autres endroits dans l'entreprise. C'est qu'on doit s'assurer que les salariés finalement, rentrent chez eux en bonne santé et vieillissent le plus longtemps possible en bonne santé, et c'est en plus un peu d'actualité, comment dire, ces sujets-là. Donc c'est très important d'avoir une vision, durable de notre entreprise, que ce soit en termes d'économie, comme on a parlé, en termes d'efficience pour avoir des clients et cetera, mais aussi, que les sociétalement et environnementalement, pardon, l'entreprise soit responsable. Donc là, on va faire un petit focus sur cette partie sécurité qui un change c'est dans beaucoup d'entreprises, la sécurité est prise comme un indicateur porté par le responsable sécurité où, on va, mettre en place the PI, mais c'est pas forcément, un une chose que c'est souvent une contrainte. Alors que finalement, si on prend la sécurité comme étant une opportunité que les gens soient bien dans leur job et soient aussi source de propositions par rapport à la sécurité qui les touche vraiment tous les jours, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. On a parlé tout à l'heure du pilotage et donc des AIC. C'est un moment où on va parler sécurité, faire remonter des problèmes qualité, mais il y a plein d'autres outils que nous on appelle de la supervision active, où le management va être en mesure d'aller capter et aider les opérationnels à avoir une vision partagée sur ce qui est bien ou pas bien en termes de sécurité. Donc, il est important d'avoir cette vision partagée et que le management comprenne que la sécurité, elle va s'améliorer parce qu'eux sont engagés, et c'est pas le responsable sécurité qui fait la sécurité dans une entreprise. Et en fonction de l'état de maturité de l'entreprise, au début, on va faire de l'analyse méthodologique avec les outils de résolution de problèmes tels 8D des accidents. Ça, on va dire, c'est obligatoire. Et puis, en fonction de sa maturité, on va descendre sur les presque accidents, voire jusqu'aux situations à risque. Et quand on arrive à chasser la situation à risque, eh ben, on va finalement enlever, réduire notre pyramide, de Henrich par la base. Elle ne se réduit pas par le haut, notre pyramide de Henrich, elle se réduit en réduisant la base. En se disant que moins on aura de comportements à risque, moins on aura de probabilité d'apparition d'un accident grave. C'est évidemment pas tout, mais
il est important de mettre en place une culture de la sécurité et de la sérénité. C'est pour ça qu'il y a certaines entreprises où moi j'ai beaucoup pris exemple aussi dans ce genre de choses, où toutes les réunions de l'entreprise de n'importe quel niveau commencent par: «Est-ce que quelqu'un a un sujet sécurité à remonter?» Ça, j'ai vu ça à Lyon dans une entreprise, où je suis intervenu, où, j'intervenais pour une formation et on m'a dit: «Attends 2 secondes». Et ils se sont parlé entre eux pour savoir s'il y avait un problème de sécurité qu'ils avaient remonté. Et ça, ça veut dire qu'on parle de sécurité et c'est vraiment un réflexe du quotidien. On passe pas à côté d'un truc qui traîne sans se dire: «Bon, non, je ne peux pas le laisser parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va se prendre les pieds dedans». Donc voilà, c'est vraiment mettre en place cette dynamique et ça passe par de la formation et de la sensibilisation, mais de l'ensemble des salariés. Alors, mettre en place une dynamique de prévention, ça va passer par évidemment, connaître ces risques, évaluer les risques qu'on va avoir dans notre entreprise pour essayer de les combattre à la source, et tous cette démarche de prévention, une fois de plus, ce n'est pas que le service sécurité qui doit la porter. C'est doit être l'ensemble du management qui doit se dire: «Comment je vais améliorer la sécurité et la sérénité de mon environnement? Comment je vais faire monter nos compétences?» Alors, en termes d'ergonomie, il y a souvent on est souvent des fois un peu limité en termes d'ergonomie, mais comment je peux essayer d'améliorer l'ergonomie de mes postes de travail? Il y a des fois des choses très simples à mettre en œuvre, hem et lancer un plan d'investissement pour remplacer les choses qui seraient obsolètes ou les produits dangereux qu'on utiliserait encore. Donc voilà, c'est vraiment une démarche globale d'entreprise que de mettre en place une démarche de prévention et de se dire: «Bah, en fait, j'ai un rôle de responsabilité de la sécurité dans l'entreprise. Je suis le responsable de la sécurité» et que chaque manager et chaque personne arrive à progressivement à se dire ça et ça va passer jusqu'à l'instruction de travail qui doit parler sécurité, avec le management de proximité qui va les vérifier tous les jours via des audits, via des tours de terrain, que finalement les règles de sécurité, mais pas que, heu, sont bien respectées. Et donc l'excellence opérationnelle là-dedans, dans les conditions de travail, bah, ça c'est là où on a un rôle aussi. C'est-à-dire que c'est l'aménagement des postes et des conditions de travail pour faire en sorte que ça se passe bien avec des standards adaptés. C'est des améliorations des lieux, des environnements, des postes de travail, ça c'est l'amélioration technique et puis des actions sur les formations, sur les standards, sur les modes opératoires, où on doit aussi dans les modes opératoires faire apparaître peut-être des recommandations ergonomiques, suite à des formations et des accompagnements qu'on pourrait être amené à faire. Je suis passé un peu vite ici pour pas trop déborder, pour que Laurent puisse, Oui. conclure, cette, conférence. Alors juste, pour connecter avec, le chat, il y a beaucoup de commentaires autour du TRS et de la valeur cible du TRS. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de débats autour de ça. Parfois, viser un objectif de TRS de 80, oui, parfait, ça veut dire qu'on a un équipement qui fonctionne bien, mais en même temps, attention au risque induit par ça. Moi, si je décide d'être très agile et de faire 4 réglages par jour, parce que je décide d'avoir des petits lots et mieux servir mon client, eh bien, de fait, je vais avoir 4 réglages par jour. 4 réglages par jour, c'est du temps de non-production et donc ça va impacter mon TRS. Vouloir à tout prix viser un TRS cible de 80, ça ça risque de vous amener à une chose, c'est d'éviter de réduire votre taille de lot pour obtenir un TRS maximum. Donc attention à l'interprétation. Je pense que d'une entreprise à l'autre, l'objectif est très différent, Mmh. suivant, bah, son environnement, suivant ses typologies de produits et cetera et cetera. Et Donc rappelez-vous, on travaille pour le hein, client et pas pour l'indicateur. exactement, exactement. Donc l'essentiel, on va dire, c'est nous, on vous parlait de fiabilisation des équipements. L'essentiel, c'est d'avoir un équipement qui est fiable. Donc c'est de connaître le point de départ de son fonctionnement pour ensuite l'améliorer et de mesurer l'évolution qui sera le reflet finalement de ce que l'on aura réalisé. Voilà. Parfait. Bien, donc je reprends la main pour,
dernier slide. Je vais passer rapidement sur la suite. Donc là, on arrive en fait maintenant à la synthèse. Et en fait, nous, en synthèse, ce que l'on a envie de vous dire, c'est que quand on parle d'efficience, quand on parle de performance d'un flux, eh bien, ça va rejaillir sur nos 4 axes de la performance, comme on vous les a présentés tout à l'heure: sécurité, sérénité, qualité, délai et coût. Évidemment, à l'instant, Cyril vient de vous parler de sécurité. Eh bien, cet axe sécurité-sérénité, c'est un axe fortement contributeur. Réduire les irritants du quotidien, pour les opérateurs, pour les collaborateurs, c'est un axe fort pour l'amélioration de la sérénité, hein. Alors, difficile de mettre un indicateur là-dessus, combien j'ai réduit d'irritants, quelle est la part de chacun des irritants? Peu importe, c'est du ressenti. On est dans l'humain là, hein. Mais à mesure que l'on va réduire ces irritants, eh bien, on peut supposer et en tout cas, on doit s'attendre à ce qu'on ait des collaborateurs qui soient un peu plus épanouis, en tout cas plus sereins. Qualité, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est un axe majeur attendu par le client. Vous savez, aujourd'hui, la qualité, c'est quelque chose, qui ne rentre même pas dans le taux de service, hein. Le taux de service, c'est je livre le bon produit au bon moment. La qualité, c'est un prérequis. Ne livrez pas la qualité, vous pouvez toujours courir derrière le taux de service derrière. Mais il y a peu de chances que vous restiez fournisseur, hein. Et enfin, le délai, bien, on en a parlé tout à l'heure, Cyril vous l'a très justement dit, c'est l'agilité, en fait. Plus je vais être capable de réduire mon délai de fabrication, donc plus je vais être capable de réduire mon lead time, bah, plus ça veut dire que je vais être capable de mieux servir mon client plus rapidement en fonction de ses propres contraintes, donc je vais améliorer mon agilité. Et puis enfin, une entreprise, eh bien, elle a besoin, pour fonctionner, d'être, performante et surtout, à réduire les coûts, ce n'est pas que pour augmenter la marge. Réduire les coûts, c'est aussi un facteur de compétitivité puisque ça nous permettra de fournir le client avec des coûts qui sont les justes coûts et en visant un objectif de marge, qui sera en conséquence, hein. Voilà, donc nous en avons, terminé pour cette webconférence sur cette thématique. Cette, webconférence, elle fait, partie d'une série, qui viennent, présenter les différentes, solutions que l'on a pour améliorer de façon globale la performance d'une entreprise. Aujourd'hui, on vous a parlé de performance industrielle. La précédente webconférence concernait la démarche d'excellence opérationnelle dans sa globalité. On a d'autres webconférences à venir, notamment sur, le lean service, la supply chain et puis, le lean innovation. On peut appeler lean développement, lean engineering. Donc, n'hésitez pas à Camille va bientôt vous présenter, juste après moi les prochaines dates. En tout cas, sachez que si on parle de performance, eh bien, on a besoin de toute façon, tôt ou tard, de regarder ces différents aspects. Voilà, merci pour votre attention. Je laisse Ouais, la parole à Camille. Eh ben, merci beaucoup, merci à Cyril et tous. Laurent pour cette webconférence. Du coup, en termes de questions-réponses, je pense qu'on a fait le tour, et vous avez bien pu répondre, à tout. Donc voilà, je vous affiche juste cette dernière slide, qui reprend juste les dates des prochaines, webconférences. Du coup, Lean Service qui sera le 21 avril, Lean Innovation qui sera le 12 mai et Lean Supply Chain le 23 juin. Donc vous pouvez d'ores et déjà les noter, dans vos agendas et je termine également avec, cette slide. Si vous avez encore des questions, encore des interrogations que vous souhaitez, voilà, nous poser vos questions, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous contacter sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. Vous avez également tous mon mail, donc n'hésitez pas à nous écrire et on répondra, à vos questions, avec, plaisir. Voilà, je ne vais pas en dire plus, on a un petit peu dépassé sur le temps, donc désolée pour ça. Ouais, nos Merci à excuses. tous pour votre, Merci d'être attention. resté. Voilà, merci d'être restés, merci pour votre attention. Bon appétit, bon week-end et à bientôt.